Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet qui n'est pas facile. C'est vraiment un sujet des profondeurs. Bien évidemment, c'est un sujet très dense. J'ai eu des partis pris pour cette présentation, mais par contre, je vais essayer de vous donner des repères, des indications et des exemples vécus au cabinet. Donc, en premier lieu, je me présente. Je suis donc Muriel Gay. Je suis kinésithérapeute au départ, ce qui me donne une forme de lecture du corps. Et je suis maintenant aussi sophroanalyste diplômée depuis une quinzaine d'années. Et le mariage des deux a donné un travail un peu original. Mais par rapport au sujet qui nous occupe, c'est surtout mon parcours professionnel et personnel qui m'a amené à ce travail-là. D'abord professionnellement parce que je suis toujours kinésithérapeute et j'ai eu des formations, ce qu'on appelle globales, méthode Mézières, médecine chinoise. Et notamment la médecine chinoise a beaucoup transformé ma façon de voir la vie, de voir les choses, parce que je suis passée d'une façon linéaire de voir les choses à une façon cyclique. Et ça a été le début d'un travail en profondeur sur les secrets de famille. Je me considère estampillée secret de famille, autant dans la lignée maternelle que dans la lignée paternelle. C'est un sujet que je connais très bien, que j'ai beaucoup pratiqué. Et c'est ce qui m'a amené certainement en partie à vous faire cette présentation. Alors quand je vois la capture d'écran que j'ai faite de mon site internet, je la trouve assez parfaite. Parce qu'en fait, d'habitude en thérapie, on travaille sur l'iceberg. C'est à peu près un tiers émergé, 2 tiers immergés. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, on voit la partie que tout le monde voit, et on voit à peu près une moitié de plus en dessous, et on n'a pas le lit de l'iceberg, la lie de la famille. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler. Il y a déjà de toute façon dans le travail classique de thérapie un travail sur l'inconscient, mais là, on est dans un aspect particulier puisqu'on est dans l'aspect du secret. On est vraiment dans le fond du fond, dans ce qui ne se dit pas, ce qui ne se partage pas. Alors, je pars directement d'un principe, c'est que le secret de famille est un poids pour les descendants. C'est-à-dire que tous les petits secrets légers, drôles, qui vont vous mettre le sourire, on n'en parlera pas, c'est pas le lieu. Nous, on va parler de ce qui est invalidant, de ce qui pose problème, de ce qui vous agit, plutôt que vous ne puissiez agir par vous-même. Ce qui pose problème, c'est justement le silence, le principe du secret. On veut protéger la famille de la transmission parce qu'il y a une honte et il se produit le contraire. Plus on protège le secret, plus le secret est agissant sans que personne n'en parle et se transmet alors qu'on n'en a rien dit. On veut protéger les descendants de la transmission parce que parfois c'est très lourd, mais comme on ne dit rien, on signifie par là qu'il s'est passé quelque chose d'important qui met le descendant dans la quête de ce qui s'est passé, nous dit Vincent de Coléjac. C'est-à-dire que le secret de famille, c'est avant tout une mise en dépendance des générations qui vont venir, puisque comme il n'en a rien été dit, il n'y a eu aucune mise en travail possible, aucune élaboration, aucune association, aucune réappropriation, aucun sens. Et forcément, c'est une zone de vide à l'intérieur de l'être, qu'il en ait conscience ou pas, bien sûr. Le traumatisme seul ne fait pas le fantôme. Mais le secret, l'absence de pensée, la sidération qui l'accompagne, crée une injonction à mettre des mots pour les générations suivantes. Et c'est là que va naître ce qu'on appelle l'intrication. L'intrication, je vous en donne une définition personnelle, mais qui est très parlante. C'est le lien inconscient entre deux personnes d'un même système par lequel s'exprime une proximité émotionnelle ou même la reproduction de tout ou partie de la trajectoire sociale, financière, affective, addictive ou comportementale. Et c'est là que je vais vous parler d'une partie très importante de mon travail. C'est le travail de systémie familiale en constellation familiale et systémique que je pratique maintenant depuis 15 ans. Nous verrons l'aspect thérapeutique du secret de famille et j'aurai l'occasion de revenir sur la puissance des constellations familiales et surtout le temps qu'elles font gagner.
quand on met ensemble consultation individuelle et travail de groupe, il y a vraiment possibilité d'avancer plus vite. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des intrications, nous en avons tous, hein, à une certaine profondeur, à un certain niveau, mais il y a aussi une perméabilité du secret. Le secret suinte et ricoche, nous dit Serge Tisseron. Il n'est jamais totalement hermétique, dit de Gaulle et Jacques. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est ce qui va permettre de retrouver le fil conducteur. Au fur et à mesure de la thérapie, au fur et à mesure de la recherche, la réalité de l'intrication et la perméabilité du secret, c'est-à-dire le fait qu'un secret se parle parfois même dans les silences, va vous aider à retrouver le chemin qui mène à l'origine de la souffrance. Les parents mangent des raisins verts et les enfants en ont eu des dents agacées. C'est dans la Bible. Ça ne parle pas uniquement des parents, papa, maman, hein. C'est au pluriel et ça parle des lignées précédentes. Je rappelle la différence entre intergénérationnel et transgénérationnel. Intergénérationnel, c'est entre les personnes vivantes d'une même famille. Donc là, vous pouvez poser des questions en direct. Le transgénérationnel, c'est par rapport à des personnes décédées de votre famille. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de questionnement en direct avec ces personnes-là. Alors oui, la première question à se poser, après tout, c'est sommes-nous tous concernés ? Nous allons prendre le chemin classique d'un être humain qui se trouve de toute façon, c'est le lot de l'humain, entre loyauté et fidélité, loyauté et liberté, pardon, plutôt d'ailleurs même loyauté que liberté, tout au moins au début, entre deux lignées. Côté droit, la lignée du père et le père, côté gauche, la lignée de la mère, dans les deux reins, l'énergie ancestrale, et cet enfant, qui aux confins des deux lignées, va chercher son chemin, et va chercher sa propre identité. Alors, en constellation familiale systémique, on travaille sur 4 générations. Pourquoi ? Parce que en prenant 4 générations chez la mère et 4 générations chez le père, on a ce qu'on appelle le bain ambiant. On sait s'il s'agit plutôt d'alcoolisme, plutôt d'arrachement à la naissance, s'il y a eu beaucoup de morts d'enfants, s'il y a eu des histoires de non-respect des limites avec des abus sexuels. On a la teneur un petit peu. Pour cela, je vais vous donner un exemple d'une personne qui est arrivée en constellation familiale, qui s'assoit à côté de moi et qui me dit « Mon petit-fils ne veut pas téter ». Et je regarde le visage de cette femme, elle avait les dents complètement de travers, mais vraiment beaucoup de travers. Je lui dis « Tu as les dents de travers ?» Et elle me répond « C'était le moins que je puisse faire ». Alors je lui demande quelle est l'histoire de ta mère. Et elle me dit, ma mère a un bec de lièvre. Nous avons fait le travail entre ce petit-fils que je n'ai jamais vu, sa fille, je ne sais pas comment sa fille symbolise l'histoire familiale, elle avec ses dents de travers, et la grand-mère avec le bec de lièvre. On est bien à 4 générations. Le lundi matin, le bébé tétait, sans problème. Mais cette femme me rattrape par la manche, et elle me dit, je ne vous ai pas tout dit. En fait, le père de ma mère, donc là on est à plus 5, s'est suicidé d'une balle dans la bouche pendant que ma mère était dans le ventre de sa mère. Ce qui veut dire que cet enfant a symbolisé par le bec de lièvre et la fente palatine le drame qui s'était passé pour son père. Et puis nous avons fait des séances individuelles et elle me raconte l'histoire. Elle me dit... Ma grand-mère s'est retrouvée toute seule, pas d'allocation familiale à l'époque, hein, rien du tout. Ma grand-mère s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants à élever et son mari était donc décédé et elle voit que l'enfant est mal formé, elle n'a pas d'argent. Elle savait très bien que dans le village, il y a un homme qui la voulait, qui la regardait, qui l'aimait, elle savait qu'il était violent, alcoolique. Elle a accepté le mariage parce qu'il avait l'argent pour payer l'opération. Cette femme a sacrifié sa vie affective pour sauver le visage de son enfant.
Et quelques séances plus tard, cette femme me dit « Eh bien, vous savez pas, moi j'adorais ma grand-mère. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai épousé un alcoolique. » Voilà un exemple entre loyauté et liberté, ce qui pose vraiment beaucoup de questions sur nos choix de vie, notamment en début de vie, où nous sommes en fidélité, consciente, inconsciente et liée par le secret. La corbeille de mariage. Eh bien, parlons-en, mariage ou justement pas mariage actuellement. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent hors mariage actuellement. Dans la corbeille de mariage, est-ce que vous pensez que la première chose qu'on va dire à son enfant, c'est « La vérité, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Alors, je me suis arrangée pour coucher avec un type bien, là, du village. Il m'a épousée. » Alors ça, c'est la recette de la solitude. Ce sont des enfants qui sont seuls et qui se sentent extrêmement seuls. La solitude, c'est vraiment la sensation d'être coupé de soi-même. Alors bien sûr, cette famille va avoir d'autres enfants, mais eux sentaient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc une femme enceinte qui fait endosser la paternité à son futur mari. Et puis il y a l'événement de la naissance et le glissement de terrain qui l'organise forcément, puisque la fille devient mère à son tour et la mère devient grand-mère. Il est très courant qu'une jeune femme, lors de la naissance de son enfant, vive des ressentis qu'elle n'aurait jamais cru pu vivre. J'ai un exemple au cabinet d'une femme qui arrive, mais vraiment, pas désespérée, mais très désappointée. Elle ne se comprend même plus elle-même. Elle dit, quand ma fille est née, on a appelé le pédiatre parce qu'elle avait un problème à vérifier. Elle geignait, en fait. Il y avait une souffrance fœtale, une souffrance de l'enfant, je veux dire. Et elle m'a dit, je me suis entendue dire à la pédiatre, « Oh, vous savez, une troisième, vous pouvez la prendre si vous voulez. » Et cette femme ne se pardonnait absolument pas d'avoir dit ça à ce petit bébé, cette petite fille, que bien sûr, elle avait envie d'aimer comme les autres. Et en posant des questions à sa mère, qui était troisième, elle aussi, elle s'est aperçue que le premier enfant était un garçon. Il est mort à l'âge d'1 an, d'une bronchiolite. En deuxième est arrivée une fille qui avait le droit d'être une fille, mais elle était la troisième. Et quand elle était née, son père avait dit à la clinique, « C'est une fille, vous pouvez la garder. » Et cette femme, en ayant son troisième enfant, a répété le même refus que sa mère, alors qu'elle ignorait tout de l'histoire à l'époque. Ce tout petit de qui nous sommes, qui a reçu tellement d'informations. L'enfant est dans une dépendance absolument totale. Le petit de l'être humain est certainement le plus fragile de tout notre monde. Il n'a pas de cuir, il n'a pas de croc, il ne sait pas manger tout seul, il est dans une totale dépendance à la mère nourricière. Il est dans une relation de survie. Et à cette époque-là, quand il arrive, il ne sent pas la différence entre le corps de sa mère et le sien. Pour lui, c'est un tout. Et donc tout ce que la mère n'aura pas digéré à ce moment-là, lui va le ressentir et il va se mettre au service de la survie de sa mère, puisque la survie de sa mère, c'est sa propre survie. Et donc l'enfant récupère de façon vibratoire et énergétique énormément d'informations de la lignée maternelle. Je n'exclus pas le père de l'histoire, mais enfin le lien de survie est à la mère. La constitution du 3. Nous avons de plus en plus de jeunes parents en très grande difficulté à la constitution du 3 pour le premier enfant. Plus il y a d'enfants apparemment, plus ça s'arrange. Mais enfin, pour le premier enfant, il y a de réelles difficultés. Les générations actuelles sont extrêmement individuelles, en relation avec leur nombril, et un bébé ne va pas être là lundi, mercredi, vendredi de 8h à 10h. Il faut s'en occuper, 24 heures sur 24, il faut avoir cette capacité de se décentrer, cette capacité d'avoir assez d'écoute dans son corps pour dire « je suis fatigué, je vais me coucher ». Parce que dans 2 heures, le bébé va me réveiller. Et nous avons, en ce moment, en psychothérapie, on en parle beaucoup, entre collègues, à peu près 50% des couples qui ont leur premier bébé, qui demandent de l'aide, ou qui se séparent dans la première année, dans les crèches, dans les MAM.
Les personnes agissantes qui s'occupent des bébés sont consternées. Les parents se séparent, le bébé a 4 mois, le bébé a 8 mois. Le déroulement de l'enfance. Eh bien, vous savez tout ce qui peut se passer dans l'enfance. La mort d'un frère ou d'une sœur, un déménagement catastrophique, la perte du travail du père. L'enfant récupère tout. Quand nous parlons entre nous de la zone pré-langagière, nous avons l'impression que c'est une évidence. Mais essayons un petit peu de rencontrer ce que cela veut dire. Ça veut dire que l'enfant n'a pas les mots avant 7 ans pour véritablement articuler sa pensée, sa raison, sa logique, et donc délivrer des messages très élaborés. À 3 ans, il peut déjà délivrer des messages. Mais je parle de messages très élaborés. Mais il n'a pas les mots non plus en interne pour se rassurer. C'est ce qui fait que l'information s'enquiste sous forme énergétique dans les organes cibles, c'est ce que nous apprend la médecine chinoise, et les dossiers seront retraités plus tard, quand l'adulte plus structuré pourra ouvrir les dossiers. Et puis il y a l'histoire de la fratrie, et dans l'histoire de la fratrie, bien évidemment, il y a toutes les histoires d'avortement qui sont très courantes maintenant. Une maman ne va pas dire à son enfant « Mon petit chéri, mon amour, en fait, tu n'es pas le premier, tu es le deuxième, parce que quand maman avait 16 ans, elle a avorté. » Voilà, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas à ses enfants. Sauf que le premier va se sentir dans une zone de vide. Il ne sait pas pourquoi. Hein? Bon, on y retrouve aussi les histoires d'enfants qui ont été conçus hors mariage. Hein. Les statistiques disent que le premier, pas toujours, le deuxième, oui, certainement, et le troisième, il y a des doutes, notamment dans les pays très puritains comme aux États-Unis. Il y a des surprises sur les tests génétiques des troisièmes. Hein. Ce que ça n'est pas le secret de famille, je vais commencer par un secret relatif avec un exemple. C'est une femme qui vient me voir au cabinet, qui est obèse, qui a vraiment le visage d'un enfant. Elle a 3 filles, et elle me dit « Je me suis rongée toute ma vie, je me ronge encore, parce que mon père était un abuseur de petites filles, et je ne l'ai jamais dit à mes enfants. Et j'en ai tellement souffert toute ma vie, je n'ai jamais été en sécurité dans mon corps à la maison. » C'est une femme qui, évidemment, s'est carapacée. De plus, elle avait une chambre flottante, hein, c'est-à-dire que ses parents devaient traverser sa chambre pour aller dans la leur. Vous imaginez le confort. Et je lui dis, mais demandez, c'était quel tribunal? Son père est allé en prison pour cela. Moi, à l'intérieur, je me dis, mais c'est Byzance. Puisqu'il est allé en prison, c'est qu'il y a eu un jugement. Donc il faut retrouver le jugement au tribunal. Elle a trouvé la force d'écrire au tribunal de Rennes. Et comme elle était en ligne directe, ils ont accepté de lui donner des pièces. Pas toutes les pièces, mais suffisamment de pièces pour qu'elle ait des preuves. C'est pratiquement un secret de polichinelle, là. Il n'y a rien à prouver, il n'y a pas de ressenti du corps particulier exprimé, puisqu'elle a les papiers. Pour autant, nous avons travaillé 2 ans ensemble avant qu'elle ose dire à ses filles ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement peur de la question fatidique. Comment se fait-il que tu nous as mis en garde petite chez tes parents? Heureusement, les enfants n'ont pas posé cette question-là. Heureusement pour elle, parce que c'était la question qui l'a glacée. Et la vie a de l'humour, parce que après, sa 3e fille a eu un petit garçon. Et cette femme m'a dit, plusieurs fois pendant ces 2 années, je n'aurais jamais été capable d'élever un garçon, ça aurait été au-dessus de mes forces. À chaque fois que j'étais enceinte, je me disais, pourvu que ce ne soit pas un garçon, je ne saurais pas l'élever. Et finalement, c'est sa 3e fille qui s'est chargée de réparer la lignée. Donc vous voyez là un secret qui aboutit hein, par la naissance d'un petit garçon qui va d'ailleurs très très bien et dont la grand-mère s'occupe avec beaucoup de bonheur. Les taiseux, les clichés. Oui, parce que dans une famille où personne ne parle, ça ne veut pas dire que c'est une famille où il y a plus de secrets que dans d'autres. Il y a des familles où on se retrouve, il paraît que tout va bien. On parle sous forme de clichés, on ne parlera jamais de la tante Louise, qui est la sœur de la grand-mère, qui vit à Paris, on ne sait pas trop, elle a beaucoup changé d'homme. Oui, elle vit à Paris.
hein. C'était une tradition dans les années 40, 50, 60. Quand vous aviez quelque chose à cacher, un enfant naturel, vous filiez sur Paris. Hein. Pourquoi? Pour vous éloigner de la famille et ne pas faire honte à la famille. Parce que bien sûr, vous portiez la honte avant même qu'on vous le dise. Vous vous sentiez exclu avant même que ce soit dit. Et donc oui, on s'entend très bien, on fait des bons repas, personne ne dit rien et tout va bien. Hein. Moi je connais une jeune femme qui a fini par parler des abus sexuels de ses frères sur elle. Alors évidemment, il n'y a plus de repas de famille. Évidemment, il n'y a pas eu les grandes fêtes à Noël où on était 25. Et ses parents de dire « Quel dommage, c'était si bien ces fêtes de famille ». Oui, au prix du sacrifice d'une des filles. Donc attention, les familles où on se tait, les familles où on ne dit rien ne sont pas plus bardées de secrets que d'autres. Il y a des familles où on parle énormément, mais toujours sur le même niveau et en évitant très précautionneusement les relations d'intimité. C'est aussi des familles où on fait des grands repas de famille, mais on ne se voit jamais par deux. On évite bien les relations personnelles. Le socle familial implique une forme de loyauté, de pression contre oppression. Je vais vous raconter aussi un autre exemple d'une femme qui a 49 ans. Son père décède, sa mère est décédée depuis longtemps. Son père décède et une cousine lâche au téléphone. Oui, bon, c'est bien que c'est pas ton père, mais enfin, il s'est bien occupé de toi. Je peux vous dire qu'elle a fait une descente de 15 étages, quoi. Et la vérité, c'est que c'était une enfant adoptée, son frère l'était aussi, et pire que tout, elle a appris que son frère avait fait des recherches depuis 10 ans, que lui avait retrouvé son nom d'origine, sa famille d'origine, dans le sud de la France, et son frère ne lui avait rien dit. Et là, elle a vraiment eu la sensation d'avoir été mise au banc de la famille, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde savait, sauf l'intéressé. Par un système de pression contre pression, parce que si je le dis, son père va me tomber dessus. Si je le dis, dans la famille, on va me reprocher de l'avoir dit, donc je ne dis rien. Et le médecin disait régulièrement à ce père, « Votre fille n'est pas bien, dites-lui, votre fille n'est pas bien, dites-lui. » Et il n'a jamais rien dit. Nous allons parler de la puissance du secret, c'est-à-dire comment ça se traduit à l'intérieur de vous-même. Comment ça se traduit dans les vies des personnes qui sont chargées de ces secrets? Il y a quelque chose d'absolument incontournable. Je ne peux pas faire une intervention sur les secrets de famille sans parler de la honte. La honte se nourrit d'une sensation d'humiliation qui pousse à un ressenti d'indignité. Pour cela, je vais vous lire les premières pages du livre de Boris Cyrulnik, qui a écrit « Mourir de dire la honte ». Il avait déjà plus de 70 ans. C'est un homme qui, tout petit, a été séparé de ses parents parce qu'il était juif, et il a été caché sur Bordeaux. Sa mère a été déportée la première, son père le deuxième. Il a été caché sous un faux nom pendant des années. Puis il est rentré à Paris chez sa tante Dora. Il a fait médecine, il est devenu psychiatre. Comment mieux appréhender la folie de l'humain qu'en devenant psychiatre. Et puis il a mis au goût du jour le terme de résilience que vous connaissez certainement tous. Il l'a rendu plus populaire, plus étayé, et maintenant tout le monde le connaît à ce sujet-là. Je vous invite à entrer dans la peau de ce petit garçon, séparé de sa famille à 4 ans, qui ne savait pas s'il retrouverait qui que ce soit. Vous imaginez un petit bout de monde de 4 ans? Comment voulez-vous qu'il réalise quoi que ce soit du drame qui est en train de se passer? Simplement juste, il a été arraché de sa famille. Et à plus de 70 ans, voilà comment il entame son livre. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m'a forcé à me taire. Les circonstances de l'événement et les réactions de l'entourage sont co-auteurs de mon silence. Si je vous dis ce qui m'est arrivé, vous n'allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre le parti de l'agresseur, vous allez me poser des questions obscènes ou pire même, vous aurez pitié de moi. Quelle que soit votre réaction,
Il m'aura suffi de dire pour me sentir mal sous votre regard. Je vais donc me taire pour me protéger. Je ne mettrai en façade que la part de mon histoire que vous êtes capable de supporter. L'autre part, la ténébreuse, vivra sans un mot dans les souterrains de ma personnalité. Cette histoire sans parole gouvernera notre relation parce que des mots non partagés, des récits silencieux, je m'en suis raconté dans mon fort intérieur interminablement. Les mots sont des morceaux d'affection qui transportent parfois un peu d'information. Une stratégie de défense contre l'indicible, l'impossible à dire, le pénible à entendre, vient d'établir entre nous une étrange passerelle affective, une façade de mots qui permet de mettre à l'ombre un épisode invraisemblable, une catastrophe dans l'histoire que je me raconte sans cesse, sans maudire. Sans mot M-O-T, dire, mais aussi sans maudire, M-A-U-D-I-R-E, quand le travail est fait. Le non-partage des émotions installe dans l'âme du blessé une zone silencieuse qui parle sans cesse, un bas parleur en quelque sorte qui murmure au fond de soi un récit inavouable. Le honteux aspire à parler, il voudrait bien dire qu'il est prisonnier de son langage muet. Je prends le risque de vous lire un autre texte qui parle de l'horreur. J'ai bien conscience que ça parle de l'horreur. Et en même temps, je trouve qu'il est vraiment nécessaire que ce texte soit beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Extrait de l'article de Pierre Lassus, acte de la journée d'études de la Fondation pour l'enfance du 10 février 1994. C'est un enfant qui naît d'un père qui lui-même n'a jamais pu connaître ses origines. Ce père, né d'un père inconnu, a été légitimé par le mari de sa mère à l'âge de 40 ans, ce qui n'est pas banal. À 40 ans, il va changer de nom. Il va prendre le nom du mari de sa mère, ce qui laisse supposer qu'il a dû en baver avant pour qu'il veuille effacer jusqu'au nom qu'il avait porté. Cet homme n'a vraiment pas de chance parce que non seulement son père est inconnu, mais on soupçonne quelqu'un d'être son père. Sa mère travaillait comme cuisinière dans une famille riche lorsqu'elle tomba enceinte. Famille qui est riche mais qui est totalement rejetée de la communauté parce qu'elle est d'une origine ethnique différente. Donc ce monsieur est né de père inconnu, mais on soupçonne que le vrai père est quelqu'un qui n'est vraiment pas très bien. La famille en question va verser une pension alimentaire à la mère pendant 14 ans sans y être tenue pour des raisons juridiques, ce qui confirme qu'elle paie le silence. La situation de sa mère est assez médiocre d'un point de vue social, et ce monsieur, probablement pour compenser ce mauvais départ, va bien travailler, va devenir un fonctionnaire d'autorité, il va progresser dans l'échelle sociale. Mais bien entendu, ça ne va pas suffire à guérir tout ce qu'il a supporté de cette naissance extrêmement stigmatisée, et assez rapidement vont apparaître des signes qui dénotent sa souffrance. Il est autoritaire, minutieux, pédant. Il est décrit comme quelqu'un de très empoisonnant en réalité. Il va sombrer dans l'alcoolisme, va se mettre à battre sa femme et ses enfants. Cet homme s'est marié et vers 40 ans, sa femme tombe malade. Il ne vous a pas échappé que 40 ans est l'âge où il a changé de nom. Et là, tout va se déchaîner. Il fait venir à son domicile sa nièce de 16 ans pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Que croyez-vous qu'il arrive? Évidemment, la nièce est enceinte au bout d'un moment des œuvres de son oncle. C'est donc bien une répétition. C'est la nièce qui est la mère du petit A. Quand elle est enceinte, la femme précédente a l'heureuse idée de décéder de sorte que l'oncle peut épouser sa nièce avec une dispense. On est donc dans un registre quasi incestueux. Il se marie avec sa nièce, et sa nièce va avoir 3 enfants de lui de suite. Ces 3 enfants vont mourir dans un laps de temps de 2 ans et 8 mois. Il y en a un qui meurt à 2 ans et 7 mois, un qui meurt à 1 an et 4 mois, et un qui meurt à 3 jours. Donc vous voyez l'ambiance familiale. J'ajoute, pour bien faire, que la jeune femme avait venir sa sœur, qui est schizophrène et bossue. Tout ça a l'air d'un gag, mais c'est authentique. Et c'est après 3 enfants morts que naît A, le petit garçon dont on parle. Il arrive au monde, fils de son oncle, après la mort de 3 frères et sœurs. Après lui va naître un autre petit garçon qui mourra à l'âge de 6 ans, quand il avait 11 ans donc. Et va naître une autre petite fille, qui elle va survivre miraculeusement. On note donc que la mère de ce petit garçon en 18 ans, donc à 34 ans si je calcule bien, vit 6 accouchements et 4 décès d'enfants.
on peut imaginer que cette femme, qui au moment où l'histoire commence, sort à peine de l'adolescence, puisse être extrêmement déséquilibrée par une histoire pareille. Le père a 48 ans quand naît A. Il bat régulièrement le petit A, qui est considéré comme un garçon grossier, effronté, qu'il faut dresser, et ça c'est dans les méthodes éducatives du milieu, de l'époque. Quand il veut appeler son fils, d'ailleurs, il le siffle comme il siffle son chien. Il bat aussi le chien pour faire bonne mesure, et on raconte qu'il le bat à coups de fouet jusqu'à ce que le chien mouille le plancher. Donc ce n'est pas de la rigolade. À plusieurs reprises, le petit A est fouetté jusqu'à ce qu'il perde connaissance, et on a l'impression que le père reporte sur le fils les humiliations que lui-même avait dû subir dans son enfance. Mais le petit A, lui, ne sait pas tout ça. Il vit dans l'angoisse permanente. L'angoisse, c'est une angoisse fantasmatique, mais en partie seulement. Parce qu'il y a eu quand même 3 frères et sœurs qui sont morts avant lui. Il y en a un autre qui va mourir à 6 ans quand lui-même aura 11 ans. C'est donc quand même une ambiance tout à fait particulière. À un moment, d'ailleurs, il essaye de faire une fugue. Et c'est une anecdote qui va revenir après. Mais pour s'évader, il faut qu'il passe entre les barreaux d'une fenêtre. Et comme il est un peu gros, il faut qu'il se déshabille pour passer. Et c'est à ce moment-là que son père le surprend et fait venir toute la maison pour admirer le môme tout nu qui essaie de s'enfuir. Ce père va mourir quand A a 14 ans, l'âge auquel la famille du père avait arrêté de verser la pension. Il ne pourra même pas s'expliquer avec ce père, se heurter à lui et régler ses comptes. Et donc tout cela va rester dans le non-dit. Cet enfant aura vécu une enfance épouvantable, aura été battu, aura vécu cette ambiance que je viens de décrire, mais personne ne reconnaîtra dans son entourage qu'il a été un enfant maltraité. Alors évidemment, en grandissant, on va retrouver chez cet enfant le même schéma qu'auparavant. Il va, enfin, ça n'a jamais été dit de façon très officielle, mais c'est un malade mental. Il a des hallucinations, il a des insomnies, il a des phénomènes de dédoublement de la personnalité, il a une sexualité sadomasochiste, etc. En clair, il ne va pas bien, et les circonstances de sa vie vont faire qu'il va pouvoir reproduire le comportement de son père et de se venger de toutes les humiliations qu'il a vécues dans son enfance, de tous les coups qu'il a reçus et dont il n'a jamais pu parler. Cet enfant maltraité, qui ne peut pas parler de sa maltraitance, n'a pas d'autre solution que de déprimer ou de pratiquer lui-même la maltraitance en élisant des victimes faibles qu'il va pouvoir torturer, comme son père torturait toute sa famille. Il va pouvoir faire la même chose, alors ça aurait pu devenir un serial killer, comme c'est la mode actuellement, notamment aux États-Unis. Ces gens qui ne pouvant pas faire le deuil de leur enfance gâchée agissent leur maltraitance. Mais cet enfant, l'histoire, les circonstances de sa naissance font qu'il va faire, qu'il va faire ça à grande échelle puisqu'il est né le 20 avril 1889, ce petit A à Braunau-sur-Inn et son nom est Adolf Hitler. Voilà l'histoire authentique de cet homme. Cela n'explique pas le national-socialisme. Cela n'excuse pas Hitler, mais il faut savoir ça, et il faut savoir que c'est nié par tout le monde. Les biographes d'Hitler n'en parlent qu'extrêmement peu. Ce que je veux mettre en parallèle dans cette histoire de honte, c'est que ce qu'a fait Boris Cyrulnik, c'est ce qu'Hitler n'a pas pu faire. Après, les circonstances, les causes, les conditions s'en sont mêlées pour qu'on arrive au drame que tout le monde connaît. Si la biographie d'Hitler vous intéresse, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. La conséquence aussi, ensuite, c'est la réduction biologique. Pourquoi ? Parce que si vous protégez les ascendants des questions que vous avez à leur poser, ce sont les descendants qui vont être sacrifiés. C'est un principe que nous avons déjà largement vu depuis le début de cette intervention. Et ce que j'appelle la réduction biologique, c'est qu'une jeune femme entre 18 et 25 ans qui va chercher son compagnon de vie trouvera un compagnon au même niveau de conscience ou d'inconscience. Ça ne veut pas dire que la problématique est la même des deux côtés.
Ça veut juste dire que ce sera la même épaisseur d'inconscience. Donc si vous avez libéré les secrets avec vos enfants avant qu'ils prennent une compagne ou un compagnon, vous les aidez à ne pas reproduire sur la génération d'après le même niveau d'inconscience et de pathos. La fidélité aux ascendants, c'est le sacrifice des descendants. Le détournement. Alors le détournement de l'énergie psychique disponible, elle est évidente puisque je vous ai expliqué que c'était une mise en dépendance, le fait d'avoir des secrets de famille démêlés. Et donc c'est ce que j'avais mis dans le petit papier que vous avez peut-être vu sur mon site. Nous, les Occidentaux, nous sommes gavés. Bon, bien sûr, peut-être moins que d'autres, mais nous sommes tellement plus gavés que les autres que nous n'avons pas comme seule mission pour nos enfants de les envoyer à l'école, de les habiller, de leur donner un toit. Nous sommes en capacité actuellement de faire ce travail sur les secrets de famille. Il y a maintenant à tous les coins de rue toutes les formes de thérapie qui peuvent exister, tous les cours de yoga. Donc nous n'avons pas l'excuse qu'avaient nos parents. Rappelons-nous du milieu ambiant dans les années 50, 60, 70. C'est très facile de taper sur ses parents maintenant, alors que nous ne faisons pas forcément le travail. Et nous avons la nécessité de le faire. Donc le détournement, eh bien, c'est bien sûr ça, hein, c'est le fait que le travail ne soit pas fait. Les addictions. Là, je parle plus précisément de ce qui est abus sexuel. C'est les premiers qu'on retrouve dans les tentatives de suicide, dans les consommations excessives, dans la drogue, dans les épisodes de boulimie, d'anorexie. Hein, tout ce qui n'a pas pu se dire. Je rappelle à ce sujet que le viol est un crime et que cet interdit fait partie de la fondation de l'être humain, de l'humanité. Les 3 interdits de l'humanité sont le cannibalisme, le meurtre et l'inceste. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une construction historique au sujet du viol. Il faut savoir que ce mot n'a existé dans la langue française qu'en 1648. Avant, il y avait les femmes protégées, très protégées, parce qu'elles correspondaient à une descendance qui avait de l'argent, hein, donc les filles de princesses, de comtes, etc. Et les autres n'étaient pas protégées du tout. Je ne vous donne pas de détails. Elles n'étaient pas protégées du tout, elles avaient l'habitude que ça se passe comme ça. Elles étaient dans l'indifférencié de ce qu'on consomme. Et puis est venue la naissance même du mot, qui a permis de discerner ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est aussi toute une histoire. Bien sûr, le mal-être, la solitude, ce sont des gens qui arrivent coupés d'eux-mêmes, hein, qui fonctionnent, hein, un peu comme une machine à laver. Hein, ils peuvent même très bien fonctionner dans la société avec une bonne pression, une bonne profession qui fait peau contenante. Hein. Ce sont même parfois des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des postes en vue, mais quand vous les avez au cabinet, ils se mettent sur le canapé, ils s'effondrent, ils pleurent pendant une demi-heure, ils ne savent même plus pourquoi, ils vous sortent tout en désordre. Et puis ils finissent par dire. Et le problème de limite. Alors, je vois que nous n'aurons pas la photo. C'est la photo d'inondation au parc Balzac à Angers, où on voit un banc dans l'eau. C'est-à-dire que les personnes qui ont des gros problèmes de limite ont des problèmes de limite émotionnelle par rapport à l'extérieur. Soit elles sont complètement inhibées, soit, entre guillemets, elles pètent un câble très facilement, très régulièrement. Mais elles ont aussi un problème de limite à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas s'arrêter dans la profondeur de leur désarroi. Ce sont des personnes qui plongent et qu'il faut vraiment aider. Parce que sinon, ça donne toutes les formes d'addiction. Je pense notamment à l'alcool. Hein. C'est une anesthésie de la zone de souffrance. Hein. Toutes les personnes qui ont vécu des problèmes de limite, des problèmes d'abus sexuels, ont un énorme problème de limite dans leur vie. Soit elles vont être 95% travail, soit elles vont être 95% addiction. C'est un peu un monde black and white. Hein. Il n'y a pas de gris souris, de gris flanelle, de gris cendre. Et surtout, ce sont des personnes qui ont une zone de non-droit à l'intérieur d'elles-mêmes, hein, qui sera protégée tant que le travail ne sera pas fait dans ce qu'on appelle la crypte honteuse. C'est le terme de Boris Cyrulnik qui dit que tant que les mots n'ont pas pu être mis
Tout est enfermé dans la crypte honteuse. Alors, ce secret, le débusquer, bien sûr, c'est la première étape. Là, j'ai choisi de ne pas vous lire la liste, parce que vraiment, c'est une liste très importante. Pour l'enquête, vous avez sur mon site, à la page formation, un article de 5 pages qui parle des questions que vous pouvez poser dans la famille, du type de questions que vous pouvez poser dans la famille. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce qui était une interdiction totale autrefois est devenu une interdiction partielle. Par exemple, avoir un enfant sans être marié. Avant, c'était l'opprobre dans un petit village, fin 19e ou fin fond du Maine-et-Loire. Maintenant, ça n'est plus traité de la même façon. Par contre, le sida a pris la relève pendant des années, puisque si un père de famille voulait dire qu'il avait le sida, on suspectait qu'il avait une relation homosexuelle hors mariage. Et donc, comme l'interdit était trop important, eh bien, on ne le disait pas. Maintenant, ceux qui portent l'exclusion, c'est quand même plus les homosexuels, qui remettent au goût du jour l'exclusion dans les familles. Ils portent l'exclusion pour que la famille se pose les vraies questions sur qui a déjà été exclu dans la famille. Alors, vous allez aboutir dans ce travail de secret de famille à ce que j'appelle un faisceau de présomption. Vous n'aurez pas forcément une certitude. Ça, c'est la certitude, c'est quand tout se passe bien, c'est quand vous allez avoir des confirmations familiales, mais c'est loin d'être le cas à chaque fois. Ce que je voulais dire aussi sur le fait de poser des questions, c'est qu'à ce moment-là, vous vous posez en adulte par rapport à vos parents. Vous n'êtes plus un enfant de 5 ans, 7 ans qui vient demander une réponse. Vous êtes un adulte qui peut dire « Écoute maman, maintenant je suis grande, je peux tout entendre. Je peux tout entendre, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour t'écouter et pour comprendre. » Et ce faisant, vous aidez aussi vos parents à retraiter le dossier. Alors les réponses vont être ce qu'elles peuvent être. Parfois c'est un silence, c'est des yeux qui se détournent, c'est les yeux qui s'embuent, et c'est certainement une réponse beaucoup plus importante que tous les mots qui auraient pu être dits. J'insiste sur le fait que vous posez les questions à vos parents séparément. Vous ne pouvez pas demander à votre père « Mais dis donc, j'ai repéré que tu t'es marié à 26 ans, c'est un peu tard pour ton époque. T'étais amoureux de qui avant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous n'êtes pas sûr que votre mère soit au courant, même si vos parents ont 80 ans. Donc posez les questions seul à seul avec votre mère, seul à seul avec votre père. J'entends toutes sortes de choses. J'entends ah mais c'est pas possible, mes parents sont toujours ensemble. Eh bien je dis justement, faites autrement. Invitez votre père au restaurant en disant bien que dans 15 jours ce sera votre mère. J'entends aussi mais vous vous rendez compte, je ne peux pas poser cette question-là à ma mère, elle va pleurer. Ça n'a jamais tué de pleurer ensemble. Au contraire, n'oubliez pas qu'il a été écrit, tout ce qui est dénoué sur cette terre sera dénoué dans le ciel, tout ce qui est resté noué sur cette terre sera noué dans le ciel. Donnez aussi à vos parents l'occasion de dire ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont vécu, les pans cachés que vous ne connaissez pas. Je vous rappelle que nous consommons nos parents. Quand vous avez une quinzaine d'années, ils ont minimum 35 ans, voire 40 ans. Et vous avez envie de juger, j'ai eu envie de juger, nous avons tous envie de juger, mais nous ne connaissons rien de nos parents. Les personnes qui connaissent le plus notre histoire sont nos frères et sœurs. Alors après, si les parents sont décédés, vous avez bien sûr la possibilité de questionner les oncles et les tantes. Ne vous réveillez pas trop tard. J'ai vu des personnes pour qui restait la vieille tante en maison de retraite, en Haute-Vienne. Ah, mais vous comprenez, je n'ai pas le temps, je ne peux pas y aller. Oui, mais la grande tante, elle est morte entre deux. D'accord ? Donc à partir du moment où vous êtes décidé, posez les questions. C'est vraiment important. C'est très important de parler du respect. Le respect de la personne interrogée, parce que personne n'est obligé de vous répondre. Et c'est vraiment important, quand vous allez poser des questions, de garder à l'esprit que la personne a le droit de ne pas vous répondre.
Je me souviens avoir fait un séminaire de 7 jours avec un médecin sur le symbolisme du corps humain, juste après mon opération de la tête. Et il m'avait dit, Muriel, si tu n'as pas les informations, c'est que tu ne veux pas les avoir. Sur le coup, je lui aurais bien arraché la tête. Et maintenant, je sais à quel point il a raison. Je me suis vue cheminer. Dans ma famille, les gens avaient peur de moi, parce qu'ils savaient très bien que je cherchais. Et autant vous dire que je voulais obtenir des réponses. Et donc forcément, ils se taisaient. Et après, il y a eu des cadeaux formidables, du genre, un lundi matin, un patient qui s'annule, mon petit frère qui m'appelle et qui me dit « Tu sais pas, un tel, la cousine, a dit que si, que ça, que si, que ça. » Et là, c'est plateau. Hein? Donc il y a aussi des bons moments. Hein? C'est une véritable enquête policière, mais il y a aussi des bons moments et il y a des jolis cadeaux. Quand je parle de respect, je parle aussi du respect que vous pouvez avoir pour vous-même. Parce que si vous venez faire le travail, que je vous demande de poser des questions, et que vous décidez de ne pas le faire, là, c'est vous qui sacrifiez l'enfant intérieur souffrant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui l'assassinez une deuxième fois. À partir du moment où vous commencez une démarche, vous êtes en responsabilité de votre démarche. Si vous préférez une fois de plus protéger les ascendants, alors vous sacrifiez l'enfant intérieur, qui a déjà payé le prix fort, et vous sacrifiez vos enfants. Oui, occupez-vous de vous, parce que je vois des trucs un peu inquiétants aussi, des personnes qui se mettent à parler à tort et à travers dans la famille de tous les secrets qu'ils ont trouvés, de libérer des choses pour lesquelles ces personnes ne sont pas concernées en direct. Ah oui, mais tu sais, le père d'un tel, il a eu un enfant hors mariage, pendant le mariage avec ta mère. J'ai vu ça dans une famille. Vous vous rendez compte? Occupez-vous de vos affaires, c'est déjà bien suffisant. Hein? Vous n'êtes pas là pour faire le panégyrique de tous les secrets de la famille. Vous êtes là pour vous libérer vous-même. Après, bien sûr, vous entendrez des choses qui parlent de dégâts collatéraux, entre guillemets, ou d'autres secrets. Gardez-les. Peut-être qu'un jour, une nièce ou un petit-fils viendra vous voir. Et si tout le monde est décédé, mais alors là, vous aurez la possibilité de parler. Et même, j'allais dire, le devoir d'aider. Et puis, pourquoi débusquer les secrets de famille? Parce qu'en fait, l'arbre a donné. Vous avez reçu. C'est votre responsabilité de rendre. Parce que là, nous parlons de tout ce qui fâche. Nous parlons des bugs. Mais enfin, vous avez énormément de force dans votre arbre généalogique. Autant chez votre mère que chez votre père. Nous ne sommes pas là pour parler de l'aspect force, nous parlons de la fragilité. Mais enfin, vous avez la vie. Donc votre arbre a donné, vous avez reçu, maintenant c'est à vous de rendre pour éclaircir l'arbre pour les générations suivantes. Et puis aussi, aidez vos parents à mettre des mots et à libérer des choses. On dit que devenir adulte, ce n'est plus se demander ce que nos parents n'ont pas fait pour nous, mais se demander ce qu'on pourrait faire pour eux. Eh bien là, vous le faites pour vous le faites pour vos enfants, mais vous le faites aussi pour eux. Parce que peut-être que jamais personne n'est venu s'asseoir dans le fauteuil à côté d'eux, leur a pris la main en disant « Raconte-moi ton enfance, autrement qu'en me parlant du fait que tu prenais le vélo pour aller à l'école, tu me l'as dit 20 fois, qu'est-ce que tu m'as jamais dit? Raconte !» On va bien sûr parler de la thérapie, pas de thérapie courte, pas de thérapie comportementale, cognitivo-comportementale. Non, une thérapie des profondeurs qui va prendre un certain temps, voire un temps certain. C'est la loi du secret. Peut-être par tranche parfois, et puis vous partirez, puis vous reviendrez. Ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous conseille de ne pas faire de multiples thérapies avec de multiples thérapeutes, mais de choisir un travail en continu, en profondeur, sur une seule voie. Bien sûr, il y a aussi le thérapeute. Eh bien, comme à chaque fois, vous allez choisir le thérapeute qui peut vous accueillir, et ce sera quelqu'un qui aura fait le travail sur les secrets de famille. Parce que quand vous allez chercher un thérapeute, vous allez chercher une vibration, une longueur d'onde. Et ce thérapeute est là pour réveiller le thérapeute à l'intérieur de vous. Excusez-moi, mais quelque part, c'est tout. C'est une interface visible, c'est une façon d'externaliser le thérapeute dans votre vie pour pouvoir réveiller le thérapeute à l'intérieur de vous.
Et vous avez donc besoin de quelqu'un qui a fait le travail. Sinon, vous n'irez pas très loin. Mais le pire de tout, c'est pas ça. C'est vraiment les gens qui changent 15 fois de thérapie, 15 fois de thérapeute, qui restent toujours à peu près au même niveau de discussion et qui n'entrent pas dans le ressenti du corps. Il n'y aura pas de validation des secrets qui vous occupent si vous n'avez pas de ressenti corporel. Donc si vous vous baladez avec les pieds sous la tête, vous n'aurez pas de confirmation et pas d'intime conviction. Vous serez toujours dans le peut-être, je ne sais pas. Ça nécessite du temps. Hein. Oula, je sens l'ambiance s'alourdir là quand je dis qu'il faut du temps, un certain temps, et même un temps certain, jusqu'à aboutir à une forme de maturité. Je voulais dire que dans le temps aussi, il y a des synchronicités, il y a des cadeaux qui nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. Il y a des confirmations aussi parfois, qui nous permettent de construire une intimité beaucoup plus intuitive, beaucoup plus connectée au corps, et moins dans une espèce de rationalité de survie. La maturité, eh bien, c'est se voir traverser un événement qui aurait été problématique avant et qui ne l'est plus maintenant. Ce sont les petits cadeaux qui font que l'épaisseur du secret et ses conséquences émotionnelles reculent. Et puis, j'avais une phrase qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un arbre ne grandit pas comme une petite cuillère. Plus sa ramure s'élance, plus son réseau racinaire s'étoffe et plonge dans la profondeur. C'est-à-dire que, je développerai ça encore un petit peu après, nous ne sommes pas que les enfants de nos parents, de grâce. Vous êtes l'appel de la vie à elle-même. Et plus votre ramure va s'étoffer, plus vous allez grandir dans votre vie, plus vous allez explorer le monde et exprimer quelques-unes des milliards de possibilités de l'expression de l'être humain, plus vous allez vous enraciner dans quelque chose de plus profond, c'est-à-dire dans la réalité de l'humanité. Vos parents sont les maillons de chair qui vous ont permis de bénéficier d'une vie, mais ils ne résument pas la totalité de vos origines, et bien heureusement. Alors on arrive au sujet crucial. Une fois que le travail est fait, que vous avez un faisceau de présomptions solides, que vous avez eu des ressentis corporels et que vous savez ce que vous avez à dire, est-ce que vous allez le dire ou pas? On informe graduellement la famille avec discernement. J'ai mis la photo de famille qui est la seule photo de famille qu'une personne qui est venue travailler au cabinet pendant 7-8 ans possède. Vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir parler aux petits-enfants et à l'adulte de la même façon. Donc l'information se fait graduellement et les bébés, on commence à les informer par des contes, par des mythes, par des histoires. Vous pouvez même inventer une histoire d'ailleurs, parlant à l'enfant, au bébé de son histoire. Les bébés comprennent tout dans l'intonation de la voix, dans l'amour que vous leur portez. Et surtout dans la vérité de ce que vous dites. Vous pouvez aussi leur dire « Bah oui, tu pleures. Bah oui, c'est pas évident. Bah oui, je suis crevée. » Mais la vérité, c'est qu'on va apprendre à se connaître et qu'au départ, c'est vrai que t'es là et ça me met en colère. La vérité vaut mieux que tous les mensonges. Les enfants. Les enfants, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de faire de l'éducation. Donc c'est important de leur dire, bien sûr, avec des mots adaptés, ne les glacez pas, ne leur faites pas peur. Mais enfin, vous pouvez dire à un enfant, oui, t'adores ton tonton, il est très gentil, c'est vrai qu'il t'a réparé ton vélo. Mais attention, ton tonton, il a aussi dépassé les limites avec sa fille. Et ça, il n'a pas le droit, on va en prison pour cela. Donc si quelqu'un veut toucher ton corps, et même si c'est quelqu'un de la famille, tu peux venir me le dire, je serai là pour t'écouter. Ne reste pas tout seul avec cette impression-là. S'il y a quelqu'un qui veut s'occuper de toi d'une façon un peu bizarre, tu viens me le dire. Ça permet d'éduquer les enfants. Les majeurs, on en a déjà parlé, soit protection des ascendants, soit protection du secret, soit libération pour libérer les ascendants. Les majeurs, bien sûr, vont choisir des compagnes et des compagnons, vont avoir des enfants
Donc c'est important qu'ils soient informés. La famille. Alors là, la famille, c'est certainement le plus difficile. Il y a à chaque fois, je n'ai pas vu d'exemple contraire, il y a à chaque fois une génération sacrifiée. Très souvent, il y a des clans qui se forment, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Si vous allez raconter que la maison de famille a été achetée avec l'argent de la collaboration de l'oncle adoré, que tout le monde met sur un piédestal, je peux vous assurer que vous n'allez pas être bien accueillis. Mais si vous venez raconter des histoires d'abus sexuels, vous serez encore bien moins bien accueillis. Puis également, vous voyagez avec le secret, vous voyagez avec votre travail d'intimité depuis des années. Imaginez bien que ce n'est pas le cas des autres. Quand vous libérez le secret, à ce moment-là, c'est une vague. Pour eux, c'est un tsunami. Et ça n'est pas facile. Très souvent, il n'y a plus de repas de famille. Il y a des personnes qui parlent, des personnes qui ne parlent pas, des personnes qui disparaissent. Et au contraire, d'autres personnes qui se rapprochent. Tout est possible. En règle générale, il y a une génération sacrifiée quand les abus sont révélés à l'âge adulte. Les conjoints dans cette histoire. Les conjoints ne sont pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Ils ne sont pas là non plus pour adoucir les messages. Ils sont là pour accompagner. Et ça n'est pas facile. J'ai vu des couples se séparer parce que la femme était en train de faire un travail sur les secrets de famille qui l'a entraîné vraiment tellement loin dans sa souffrance, sa profondeur, dans ses schémas, que lui, pendant ce temps-là, il n'avait pas de femme avec lui. Ça a duré 3 ans et puis au bout d'un moment, il est parti. Ce sont aussi des choses qui arrivent. Il faut avoir les reins solides quand on est le conjoint pour accompagner sans s'en mêler. Et ça n'est pas forcément facile. Alors, se libérer peut prendre vraiment beaucoup de formes. D'abord, la parole intime. La parole chez un thérapeute. La phrase très connue, c'est « la honte se dissout dans la confidence ». Moi, je mettrais des bémols. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui va être ahuri de ce que vous dites, qui va commencer à ouvrir des yeux incroyables ou continuer à vous regarder dans les yeux pendant que vous osez parler, ça va être l'enfer. C'est ce que dit Boris Cyrulnik. C'est une personne qui va se taire pendant encore 10 ans. Alors que si vous savez l'écouter, si en effet c'est une parole accueillie, oui, ce sera libérateur. L'écrit. Alors moi je considère que c'est très important d'écrire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas comment vous vivez votre vie, mais moi j'ai vraiment la conscience du fait que je peux être morte demain. Qui dans cette salle a déjà perdu quelqu'un de jeune dans un accident de voiture ou... Qui? C'est tout? Vous n'avez pas perdu de personnes autour de vous, jeunes, dans des accidents de voiture ou des traumas très violents? Bon, d'habitude, on est à 30% de la salle, là, c'est moins. Donc moi, j'ai l'habitude d'écrire, à peu près une fois tous les 2 ans. Je relis ce que j'ai écrit. Alors, je ne fais pas 18 lettres non plus, hein. Mais je fais une lettre à chacun de mes enfants. Et j'ai un conflit en route dans ma famille depuis longtemps, donc j'écris à cette personne aussi. Bien sûr, les écrits changent. Quand ils étaient petits, c'était... ne t'inquiète pas, si on s'est disputé au téléphone, si tu ouvres ce courrier, c'est que je suis mort, je t'aime, ne t'inquiète pas des conflits qu'on a, j'ai confiance en toi, je leur raconte leur accouchement, etc. Maintenant, ils ont grandi, les écrits sont un peu différents. Mais enfin, si vous pouvez laisser une trace, je pense aux personnes qui connaissent le nom du père de leur enfant et qui ne l'auront jamais délivré. Et ça, c'est une prise de pouvoir sur l'enfant absolument énorme. Si vous n'avez pas pu le dire de votre vivant, écrivez-le, il y a quelqu'un qui le trouvera. Écrivez-le ou faites un message audio. Je peux tout à fait entendre que vous ne puissiez pas libérer le secret de votre vivant. Mais laissez une trace, il y a quelqu'un qui trouvera cette trace. De mu en mu, vous récupérerez plus de réalité. Alors il y a aussi un site qui s'appelle sitapa.org, qui est un site qui recueille les biographies qui ont un intérêt, ou tout au moins qui vont être lues. Je pense aux personnes qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent très bien écrire leur histoire et les envoyer. Via ce site, vous aurez l'adresse. Et puis aussi parce que ça peut avoir un intérêt sur la vie d'un syndicat, sur un détail historique, sur des choses que
vous détenez et qui vous paraissent évidentes, mais qui finalement vont être une nouvelle importante. Donc il y a moyen de transmettre de plein de façons. Alors au sujet du rapport à la loi, la question épineuse des procès. Je ne dis pas que le procès ne soit pas nécessaire dans certains cas, mais c'est à chaque fois une énorme épreuve. Toutes les personnes qui ont tenté de faire un procès pour rétablir la part du coupable et la part de la victime disent que c'est une épreuve énorme. Et de toute façon, le procès ne remplacera jamais la thérapie. L'un et l'autre peuvent être complémentaires, mais sachez en tout cas que ça consomme une énergie absolument énorme. Les règlements de compte, on en a déjà parlé. La loi de l'appartenance à la famille fait qu'une personne qui vient jouer le trouble fait n'est pas forcément bien accueillie. C'est aussi ce que raconte Boris Cyrulnik. Dans ce cas-là, vous vous tairez. Vous vous tairez et vous ferez votre vie autrement, un peu plus loin de votre famille de base. Alors, les origines et le test ADN, c'est en train de beaucoup bouger. Cette année, il y a eu 22 millions de tests ADN. Il y en a 35 millions attendus cette année et 100 millions prévus en 2021. Les gens, je vous précise que c'est interdit en France, sauf sur prescription médicale. Mais vous allez sur Internet, vous envoyez de la salive sur un petit coton-tige dans un petit récipient, vous payez 70 €, ils vous donnent votre origine ethnique, les pourcentages. J'ai une patiente qui a découvert qu'elle était d'origine ibérique. Bon, à la voir, c'était pas très étonnant, mais elle a été heureuse de retrouver un cousin au 2e degré. Mais enfin, elle était quand même contente d'avoir retrouvé une partie de sa famille, une toute petite partie de sa famille. Et puis nous avons Arthur, en France, qui est venu témoigner à l'émission de Marina Carrère d'Ancos, Le Monde en face. C'est un Français qui a dit, mais c'est absolument ahurissant, mes parents m'ont dit toute ma vie, c'est un homme extraordinaire, sans lui nous ne t'aurions jamais connu. Mais il dit, mais alors cet homme extraordinaire, je ne peux pas le rencontrer. C'est n'importe quoi. Et donc il s'est approché de son géniteur, comme on dit. Il a loué un gîte à côté de chez lui, il l'a regardé vivre, et il a fini par faire une lettre qu'il a donnée au voisin pour lui. Et le jour de Noël, son géniteur, entre guillemets, je déteste ce terme, l'a appelé en lui disant « Joyeux Noël ». Et depuis, ils se rencontrent, ils se voient. Et donc, il y a un recours qui a été déposé aux autorités européennes pour dénoncer le droit de l'enfant à savoir d'où il vient. Et puis, il y a maintenant un grand écart entre la médecine qui n'arrête pas de nous dire qu'il y a des maladies génétiques et le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui naissent sans avoir leur dossier et sans savoir d'où ils viennent. Donc au bout d'un moment, l'écart est tellement grand que ça n'est plus tenable. Le Portugal a dit qu'il rendrait le dossier possiblement consultable. 75% des femmes ont maintenu leur don d'ovocytes et 90% des hommes ont maintenu leur don de sperme, en sachant qu'on pourrait les retrouver. Donc la loi va forcément évoluer par là. La libération, en fait, c'est vous qui allez vous l'apporter. Une fois que vous aurez tempêté, crié votre souffrance, que vous aurez ameuté toute la famille, que vous aurez fait des recherches, que vous aurez fait votre enquête, que vous saurez à peu près qui a fait quoi avec qui a fait quoi comment, qui a gagné de l'argent de façon interdite, etc., etc., etc. Eh bien, il faudra bien faire le deuil de la réparation et accepter que les conséquences qui se sont montrées dans votre vie étaient le fil conducteur pour que vous puissiez aider votre famille à se libérer de son hypnose. C'est-à-dire prendre la pleine responsabilité de votre vie. Je sais bien que c'est un passage difficile. C'est un passage difficile, mais très libérateur. Parce que c'est ça qui vous permettra de vous réconcilier avec vous-même, avec l'autre et avec le monde. Le deuil de vos systèmes de croyances,
se fera surtout quand vous n'attendrez plus l'assentiment de votre famille et la reconnaissance de votre souffrance. La reconnaissance de la souffrance est un piège, parce que ça crée beaucoup d'attachement. Mais en même temps, c'est impossible de faire sans ce passage. Dans les familles, parfois, les dialogues sont assez cruels. Ah oui, mais comment tu peux te permettre de dire ça ? Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Comment t'en es arrivé là ? À quel thérapeute t'as pu faire confiance pour en arriver là, etc. Et la personne concernée, qui n'ayant pas la distance, se met à se débattre. Mais si, parce que ça, c'est l'enfer. C'est beaucoup trop coûteux en énergie. Et puis, il y a bien sûr la possibilité de revenir à vous-même, à l'expression de votre singularité et donc à vos dons, à tout ce qui a été caché, à tout ce qui a été mis sous le boisseau parce que il fallait être dans le plus petit dénominateur commun de ce qui était possible dans cette famille, de ce qui pouvait se dire dans cette famille, de ce qui pouvait se faire dans cette famille. Et c'est de revenir à ce qu'on appelle l'individuation. Alors il y a des personnes qui vont peindre, il y a des personnes qui vont voyager, certaines vont faire des écritures. Il y a une personne là qui fait l'écriture de l'histoire des personnes âgées. Des personnes qui n'ont pas de don pour l'écriture, elles se mettent à leur service, elles écoutent leur histoire, elles glanent les photos et elles font leur récit de vie. Et elle y a trouvé une légitimité à être et un bonheur qui lui va vraiment très bien. Revenir à soi-même, c'est revenir à la vie intérieure, c'est donc de commencer à s'aimer. Alors c'est toutes les pratiques que vous connaissez certainement, la méditation, le yoga, toutes les gymnastiques énergétiques. C'est ce que j'appelle souvent rentrer à la maison, c'est-à-dire ne plus être tourné vers les petites histoires, les moyennes histoires, les grandes histoires, mais revenir à ce qui se passe à la maison. Que vous habitiez un château ou une cabane d'herbes tressées, votre seule maison, c'est votre corps, et le centre de votre être, c'est le cœur. Tout le reste n'a finalement que peu d'importance. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'emmènerai avec moi quand je partirai ? Et vous avez la réponse. Oui, bien sûr, la magie, c'est quand l'âme agit. Alors vous connaissez tous l'histoire de ce vilain petit canard qui se sentait si seul dans sa famille de base et qui va s'apercevoir qu'il est un cygne. Le cygne, c'est aussi un signe, S-I-G-N-E, bien sûr. Il se rend compte qu'il est de la famille des cygnes. Et au fur et à mesure de votre vie, vous constituez votre famille d'âme avec des gens qui vous sont proches et vous vous éloignez de votre famille de base. Et c'est le naturel des choses. Plus on mature, plus on vieillit, plus on grandit, plus on se distancie de sa famille de base, plus on constitue sa propre famille d'âme, plus on se rapproche de gens qui nous ressemblent et qui cherchent dans la même direction, plus on se nourrit avec des êtres qui nous font du bien. Et vous êtes bien sûr les enfants de la terre et du vent. C'est-à-dire qu'au-dessus de la tête, c'est l'énergie de l'air et du feu. En dessous de l'être humain, c'est l'énergie de la terre et de l'eau. Et l'être humain est la représentation de l'arbre, l'arbre de la connaissance, qui, normalement, si tout se passe bien, finit par avoir des reins solides, désactiver dans le feu digestif toutes les scories émotionnelles des petites, des moyennes et des grandes histoires pour se réconcilier dans le cœur. C'est a priori ce que nous sommes invités à vivre tout au long de notre vie. C'est passer du sang, de la famille de sang, c'est-à-dire que je vous ai mis un baobab, un magnifique arbre généalogique depuis la nuit des temps, au sens. C'est-à-dire de vous occuper de ce qui fait sens dans votre vie. La question « quel est le sens de la vie ?» donne le vertige. Quel est le sens de ma propre vie permet de se verticaliser dans l'expérience et d'exprimer vraiment qui vous êtes.
Il y a vraiment une hypnose chez l'enfant. L'enfant ne peut pas considérer que l'adulte est tort. La base pour un enfant, c'est que quand ça se passe mal, c'est lui qui ne convient pas. C'est lui qui a quelque chose qui ne va pas. C'est lui qui va porter la honte pour survivre. Parce que si je vis la honte, je reste sujet. Je ne suis pas totalement détruit. Mais c'est aussi pour épargner le parent nourricier. Un enfant ne peut pas partir. Comment voulez-vous qu'un enfant de 5 ans s'en aille? Et c'est pour ça que le travail, c'est de se libérer de cette dépendance et d'oser revenir à sa propre vie. Et le sens du cœur, c'est quoi? C'est un axe, terre-ciel ou ciel-terre, comme vous voulez, et puis une frontière contact qui, au fur et à mesure de la thérapie, sera de plus en plus dessinée. Il n'y aura pas des endroits où vous serez grignoté comme un trognon de pomme, et d'autres endroits où vous êtes complètement parti, soit dans le passé, soit dans l'avenir. Vous serez beaucoup plus à votre place, et votre place, elle est là où vous avez vos pieds. Alors, je vous ai fait une petite filmographie qui a son importance. Il y a de très très beaux films sur le sujet des secrets de famille. Il y a bien sûr So Long My Son, qui est un film de plus de 2 heures écrit par un Chinois et qui parle du drame de l'enfant unique dans une famille chinoise. Il y a Le Ruban Blanc, c'est un film en noir et blanc qui parle de l'été 1914 en Allemagne qui deviendra l'Allemagne de l'Est. Film absolument glaçant. On ne peut pas en sortir indemne. C'est un film qui montre toutes les violences des secrets au niveau social, au niveau familial et au niveau intime. Très beau film. Au niveau de la qualité du film, Le Ruban Blanc, c'est très très beau. Il y a bien sûr Festen. Festen, c'est un film danois. Festen, ça veut dire fête de famille. Là où un homme, à l'occasion de la fête des 60 ans de son père, va révéler les abus sexuels qu'il avait sur les 2 jumeaux. Film terrible. Pour moi, c'est même presque un film de thérapie. Si vous êtes concerné par le sujet, je vous invite à ne pas aller le voir seul. C'est presque un film à mettre chez les thérapeutes pour accompagner les personnes qui regardent ce film. C'est un film violent, je le maintiens. Il est interdit aux moins de 12 ans seulement. Je trouve que c'est un film violent. Et puis il y a Secrets et mensonges, qui est un film sur les enfants cachés, très bien fait, très intéressant. Voilà, vous connaissez ce proverbe de Carl Gustav Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Ce travail est souvent désagréable et donc impopulaire. Voilà, je vous remercie.